C'est un adage qu'on voit beaucoup sur les marchés, c'est de l'important pour gagner beaucoup, c'est de très peu perdre en réalité. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas très bien compris par les investisseurs particuliers qui, eux, quand ça tombe fortement, se disent « Tiens, je vais peut-être en racheter parce que je vais essayer d'attraper faire des le couteau moyennes qui en tombe. » baisse. Alors, peut-être sur les grandes valeurs, ça marche. Sur les petites, ça marche pas. Donc quand ça part au tapis, vous préférez prendre votre perte. Il vaut mieux s'en aller. Non, mais même sur les grandes, ça marche pas. Il y a une étude sur un broker, un discount broker américain, genre 10 000 comptes, et ils avaient découvert que les titres que les gens vendaient surperformaient, alors que s'ils avaient vendu les titres sur lesquels ils avaient perdu le plus d'argent, ces titres-là continuaient à sous-performer. Donc il faut vendre les perdants en fait. Il faut vendre les perdants. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on est dans un marché qui est porté par les ETF. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'argent qui va dans les grosses capis boursières. Ça va être les grosses capis boursières américaines, mais aussi les grosses capis boursières européennes. Il y a un peu moins de flux sur les small caps. Il n'y a pas de flux. Il n'y a pas de flux. C'est un risque. Quand il y a des flux, ils sont négatifs. Donc, c'est pas terrible. C'est un risque ou c'est une opportunité ? Disons, les valorisations commencent à devenir sympathiques. Donc ça, c'est le côté positif. L'autre côté positif, c'est que les valos sont bien plus faibles sur les valeurs moyennes que dans le private equity. Donc, normalement, le private equity devrait racheter les valeurs moyennes, sauf qu'ils ont des petits problèmes de sortie actuellement. Donc, ils n'ont pas autant de cash qu'ils pourraient. Enfin, je pense qu'ils en ont quand même. Donc, ils devraient délister des sociétés cotées. Des listes, mais ce qui s'est passé. Hein. Mais bon, globalement, actuellement, on est dans une période d'incertitude pour des tas de raisons. Donc, plus personne ne... Enfin, les deals, le nombre de deals est probablement plus faible et sera plus faible cette année que les autres années. Il y a une critique qu'on entend tout le temps sur les ETF, qui vient beaucoup des gérants actifs et des gérants de hedge funds. C'est que, vu que tout le monde fait du DCA sur les ETF, donc des achats programmés, ça génère un flux, une pression d'achat constante sur des valeurs, et donc ça crée un marché survalorisé. Est-ce que c'est, selon vous, une critique qui est justifiée? Est-ce que c'est quelque chose qui est dangereux pour les marchés financiers? Oui, c'est assez intéressant parce que qu'est-ce que c'est qu'un ETF? C'est quelqu'un qui imite un autre portefeuille qui s'appelle l'indice. Okay? Par exemple, le S&P 500. Ouais. Et on va prendre un exemple plus simple. Admettons que tout le monde veuille répliquer mon portefeuille. Donc, tout le monde achète les valeurs qui sont dans mon portefeuille. Résultat, elles montent. Donc ça, c'est le véritable problème des ETF. C'est-à-dire, si tout le monde achète admettons que l'indice, si on prend l'indice Mid and Small, ça doit être 90 valeurs. Si tout le monde achète 90 valeurs et laisse tomber les 770 qui restent, bon, a priori, les 90 valeurs seront surévaluées. Donc, bon, c'est... Après, il y a un autre problème des ETF, c'est si jamais... Parce qu'en fait, l'ETF ne lit pas les rapports annuels, n'analyse pas les sociétés. Donc, à la limite, moi, comme je dis à mon équipe, vous avez beaucoup de chance. Parce que vous êtes en train de lutter contre des gens qui ne lisent pas les journaux. Si vous n'arrivez pas à les battre, c'est que vous êtes mauvais. Et pourtant, 90% des gérants n'arrivent pas à battre le marché. Alors, parce que d'une part, les gérants, c'est le marché. Oui. Donc, c'est à peu près... avant les ETF, c'était 75% du marché, 25% de particuliers. Sur les valeurs moyennes françaises,
quand j'ai fait le calcul, c'est-à-dire il y a des années. Et donc, logiquement, ils ne pouvaient faire que le marché. Et après, on a enlevé leur commission de gestion, donc ils faisaient moins bien que le marché. Donc c'est logique. Donc, c'était d'une logique horrible. Après, il faut aussi dire que actuellement, on essaye d'avoir un maximum de transparence sur les fonds au PCVM et que ça a un coût et que globalement, ça nuit à la performance. Vous croyez au risque de bulle ETF? Oui, moi je crois, non, mais en fait, si tout le monde a le même portefeuille, si tout le monde achète le même portefeuille, c'est très attractif parce qu'il va monter. Mais à la fin, ça finit par baisser violemment. Donc vous attendez à une crise? Oui, ben ça prendra du temps. En fait, on va dire que je suis complètement stupide, donc je ne devrais pas le dire, mais je n'ai jamais réussi à comprendre qu'est-ce qui garantit que la valeur d'un ETF suive l'indice. Et en fait, il n'y a aucune garantie. On peut le mesurer, on peut regarder le tracking error. Oui, mais pourquoi? Non, c'est un problème de confiance. Oui. Si vous croyez que l'ETF va suivre son indice, il y a des gens qui vont arbitrer. Donc, quand tout le monde est sûr que l'ETF soit l'indice, mais d'un point de vue, d'après moi, d'un point de vue juridique, le promoteur de l'ETF ne vous garantit absolument pas que la valeur de l'ETF va diverger. Il détient les titres. Si c'est un ETF physique, il détient les titres en portefeuille. Donc, mathématiquement, ça devrait être la même performance. Puisque ces titres composent l'indice. Il y a peu de... Enfin, tous les ETF ne détiennent pas les titres en portefeuille. Ils font l'échantillonnage, etc. Ouais, ben bon. Non, mais voilà, vous prenez des options, etc., etc. C'est vrai, des swaps. Vous faites des tas de choses intelligentes, mais globalement, de toute façon, un jour ou l'autre, ça ne marchera pas. Et un jour ou l'autre, on va découvrir qu'un ETF peut diverger de l'indice. Et ce jour-là, ça surprendra tout le monde. On dira, tiens, c'est bizarre, je croyais que ça allait suivre l'indice dans toutes les circonstances. Et là, ça sera la révolution.